Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais commencer avec la plus grosse déception de ce début d'année. J'ai tenté de lire dans le cadre du challenge imposé par mon copain, que je vous mettrai dans le i, Les Furtifs de Alain Damasio. Catastrophe. Alors déjà, pour résumer, de ce que j'ai compris, parce que vous allez... Enfin, bref, de ce que j'ai compris, dans ce roman, on est dans une dystopie, vraiment, où tout se fait... en fait, où il n'y a plus aucune liberté. Tout est vraiment surveillé, vos moindres faits et gestes, notamment si vous vous baladez, en fait, vous avez des espèces de récepteurs qui vont vous analyser et 30 mètres plus loin, vous allez avoir un panneau avec une pub qui vous est destinée. C'est ce genre de société-là où c'est un peu la merde. Si vous voulez vous déplacer, vous avez certains niveaux d'abonnement qui vous permettent de vous déplacer plus ou moins vite, plus ou moins à des endroits, parce qu'il y a des endroits qui sont réservés aux abonnements les plus chers. Et évidemment, si vous êtes quelqu'un de lambda qui ne gagne pas sa vie, disons, qui a disons que si vous avez un salaire plutôt normal, il va être plutôt bas et vous n'allez pas avoir accès à beaucoup de choses. Voilà, c'est l'ambiance de cette civilisation. Je vais y arriver. Nous, on suit notre héros qui a connu un drame, c'est-à-dire qu'il avait une petite fille qui a disparu du jour au lendemain. Je crois que le roman démarre 1 an ou 2 ans après, même peut-être plus. Il ne s'en est jamais remis et il s'est toujours remis en tête de la retrouver. Sa compagne, elle, a accepté le fait qu'elle est probablement décédée aujourd'hui et elle essaie de refaire sa vie et donc n'est plus avec ce monsieur qui est un peu au fond du trou, on va pas se le mentir. Elle, quant à elle, elle est professeure et elle donne des cours un peu clandestins où elle explique aux gens comment la civilisation en est venue à ce qu'elle est aujourd'hui, comment ils sont arrivés dans ces villes où les gens survivent à peine, où tout est très très surveillé. Et donc elle leur explique que c'est dû à la privatisation des villes. Puisque effectivement on a des grands groupes, donc là je pense que c'est Orange, qui a racheté des villes, notamment la ville d'Orange, je crois que c'est ça, et qui en fait un peu ce qu'elle veut. Parce que l'État était ce qu'il était, il avait tellement de dettes qu'il a vendu des villes à des sociétés privées et c'est un peu parti à volo à partir de là. Bref, c'est pour expliquer un peu le concept, le contexte, pardon. Et donc, notre héros, lui, qui ne s'en remet pas, est persuadé que la disparition de sa petite fille est due à ce qu'on appelle les furtifs. Les furtifs, ce sont des créatures que personne ne voit, qui est un peu comme une légende, un peu... personne n'entend vraiment parler, c'est un peu un secret gardé des militaires. Et pour cause, parce que si ça s'ébruite, ça peut faire paniquer, puisque les furtifs, en fait, ils sont totalement invisibles. Vous ne les voyez pas. Le seul moyen de les tuer, en fait, c'est de les regarder un peu trop longtemps. Donc, regarder dans leur direction un peu trop longtemps, sachant qu'ils se déplacent à une vitesse inouïe, qu'ils peuvent se désolidariser de membres si vous restez trop longtemps sur un de leurs membres et qu'ils considèrent que sans ça ils sont morts, ils peuvent l'envoyer valdinguer et je crois qu'il y en a même un qui repousse au bout d'un certain temps. Voilà, ils peuvent faire la même chose avec leurs yeux pour vous dire à quel point ils sont vraiment pétés. Et donc, qui dit secret militaire dit chasse militaire. Et il y a ce qu'on appelle donc des chasseurs de furtifs. Notre homme est persuadé que sa petite fille a été enlevée par ces furtifs et donc il va s'engager en tant que chasseur de furtifs pour s'entraîner et essayer un peu de savoir où ils sont, d'en savoir le plus possible sur eux pour retrouver un jour sa fille. Sachant que comme personne n'a jamais pu attraper un furtif de sa vie, parce que ils sont beaucoup trop malins pour ça, a eu des détails importants, ils préfèrent se suicider. S'ils voient qu'ils sont foutus, avant de mourir, ils se transforment en une espèce de statue
qui est très jolie, hein, c'est une œuvre d'art, sauf qu'en fait, dans ces statues, vous pouvez rien apprendre sur eux, vous pouvez pas faire de recherche d'ADN, vous pouvez pas... Voilà, vous ne pouvez rien savoir. Et donc, leur but, ça va être d'en attraper un vivant. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai abandonné ce livre au 25%. J'étais curieuse de connaître la plume d'Alain Damasio et j'ai été servie. Pour être totalement honnête, je pense que la plume n'a pas collé parce que le thème n'a pas collé. J'ai pas été embarquée dans l'histoire. C'est écrit de façon très poétique, très, très belle, et ça, je remets pas ça en question. Mais moi, en fait, j'avais l'impression que même quand il y avait de l'action, il n'y avait pas d'action. Pour vous dire, c'était plat. Voilà, c'est ça le mot. En plus de ça, on a plein de points de vue différents. Au début, on vous met un espèce de sommaire. Non, c'est même pas au début, c'est là. On vous dit, voilà, tout ce que vous voyez là, c'est des points de vue qui peuvent arriver dans le récit. Avec à chaque fois, pour chaque personne, une espèce de reconnaissance. Donc par exemple, pour le point de vue donc, de Varèse, le monsieur dont je vous parlais, vous aurez 2 points au début du paragraphe. Si quelqu'un d'autre, ça va être une guillemets, ce genre de choses. Et en fait, donc vous êtes tout le temps en train de réfléchir à qui est-ce qui vous parle en ce moment même, sachant qu'ils ont tous des caractères un peu différents et ils sont tous assez spéciaux. C'est très très compliqué à suivre. Honnêtement, je pense que j'étais pas capable de lire plus de 10 pages en me concentrant vraiment beaucoup. Donc voilà, ce n'était pas une lecture plaisir pour moi, loin de là, donc j'ai préféré l'abandonner parce que je pense que ça aurait vraiment pu me conduire à une panne de lecture. Mais du coup, je reste quand même curieuse de savoir si La Horde du Contrevent du même auteur va être dans le même style ou pas, ou si ce sera un peu plus facile à lire. Puisque, comme je l'ai dit, là, le thème dissuasif ne m'a pas... Voilà, la chasse militaire, c'est pas un truc qui me bâme plus que ça. Et au niveau de l'enquête sur la petite fille, c'est peut-être le seul truc qui aurait pu me tenir, mais ça avance très lentement. Je pense que si vous n'êtes pas fan à 100% de la science-fiction, et que vous n'y connaissez pas en nouvelles technologies aussi, ça va être compliqué avec ce roman. On va rester un peu dans les déceptions avec Banana Fish de Akimi Yoshida. J'avais craqué pour ce manga en librairie parce que Banana Fish, c'est quand même une institution que beaucoup de gens aiment quand on parle de manga. C'est une œuvre qui revient souvent, qui date d'il y a très très longtemps et qu'ils avaient fait dans l'édition, donc j'avais pas hésité à me le procurer. Et ma foi, pas convaincue. Alors, encore une fois, je pense que c'est le thème qui ne me va pas. Puisque quand je l'ai vu, je ne me suis pas du tout renseignée sur le résumé, j'aurais dû. Et j'aurais su que ça ne m'aurait pas plu en fait. Puisque Banana Fish, en fait, c'est lors de la guerre du Vietnam, il me semble. Il y a des soldats qui pètent des plombs. Donc un soldat en particulier, je sais plus s'il y en a un ou plusieurs, mais nous on suit un soldat qui pète un plomb, qui est parti pisser et revient, où il essaie de tuer tous ses coéquipiers. La seule chose qu'il arrive à dire, c'est Banana Fish. Tout le monde se demande un peu ce qui se passe, tout le monde est persuadé que ce monsieur est mort, voilà. Et juste après, la guerre du Vietnam est arrêtée, donc les Américains retournent dans leur pays. Sauf que le monsieur qui a pété un plomb est le frère d'un autre monsieur, donc le monsieur qui est là. Et il n'est pas mort en fait, il est juste un peu catatonique, il me semble que c'est ça, où en gros il ne peut plus dire que Banana Fish et il est plus capable d'autre chose, donc il vit un peu reclus. C'est son frère qui s'occupe de lui. Et son frère, c'est un petit gangster en fait, qui a sa propre gang, qui va se retourner contre lui puisque un gros poisson a décidé de les engager pour tuer des gens, ce qui lui est parfaitement hors de question. Il ne tue pas. Donner de la drogue, c'est ok pour lui, mais tuer, c'est vraiment non. Donc toute sa bande va se retourner contre lui, tout le monde va essayer de le tuer, il va se retrouver en prison
Je ne sais plus trop pourquoi. Voilà. Et en gros, il va essayer de découvrir ce que c'est ce banana fish, puisqu'en prison, il va se retrouver avec un journaliste qui connaît ce mot de code et qui en sait peut-être un peu plus que lui et qui cale des secrets. Là où je m'en suis arrêtée dans le premier tome. Et je pense que je vous ai pas spoilé grand chose puisque là c'est vraiment un tome introductif. Le thème de la drogue, le thème de la drogue, de la guerre, voilà, c'est pas des thèmes qui m'enchantent plus que ça, et surtout que là on est vraiment dans du gros, dans les trafics de drogue, les rivalités entre gangs, les règlements de compte, ce genre de choses, c'est vraiment pas des trucs qui m'attirent. Maintenant je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens adorent, puisque c'est très très bien écrit. Les dessins sont très très simples, mais ça va... Ah, c'est quoi le mot? Ça va? C'est efficace, voilà, on va dire ça comme ça. Je peux comprendre, maintenant ça ne l'a pas fait pour moi, donc je vais m'arrêter là pour celui-ci. Et gros bémol aussi pour moi, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui se ressemblent énormément. Donc par moments j'étais un peu perdue entre qui et qui. Donc je comprenais pas pourquoi un personnage qui était en guerre se retrouvait au milieu d'un gang 2 pages après en fait. Ça n'avait pas trop de logique pour moi. Mais c'est à peu près le seul bémol vraiment que je pourrais lui reprocher. Pour le coup, c'était une incompatibilité avec moi. Ensuite, cette fois on va passer sur des romans que j'ai bien aimés quand même. Avec Belladonna de Adeline Grace, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le roman avec moi parce que je l'avais pris à la bibliothèque, donc aux éditions de Saxus, et que j'ai vraiment adoré. Dans ce roman, on suit notre héroïne, me demandez pas son prénom, vous connaissez la chanson, qui a vu toute sa famille se faire massacrer. Sa famille qui était très riche, très respectée, qui organisait des fêtes, etc., dont une pour sa naissance. Et ils vont tous mourir, sauf elle. Puisque quand l'ange de la mort va essayer de venir prendre son âme, elle va se rendre compte que il va pas y arriver, et donc il va se dire c'est quoi ce truc bizarre, je vais la surveiller cette jeune fille. Et effectivement, il va rester à la surveiller toutes ces années où elle va être transportée de famille en famille, où à chaque fois il va se passer des choses étranges. Déjà, elle avait été recueillie par sa grand-mère, avec qui ça s'était très bien passé, mais qui est malheureusement décédée dû à son grand âge. Ensuite, elle est allée chez un oncle, il me semble, qui est mystérieusement décédé d'un coup d'une infection, en même temps qu'une autre jeune femme du village, pile au même moment, une infection. Je vous fais pas de cadeau, je vous fais pas de dessin qui qu'il n'aurait pu se procurer que d'une façon. Voilà. Ce qui, à l'époque, puisqu'on est dans un roman baroque, pour l'époque c'est très mal vu. Il arrive que des choses comme ça, et elle va se faire recueillir par sa tante qui est bien décidée ce qu'il ne lui arrive rien, donc elle lui interdit de faire à peu près tout, elle est à peu près horrible avec elle. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est l'héritage que va toucher cette jeune fille, c'est 19 ans je crois, ou c'est 18 ans, puisqu'elle va toucher l'héritage de sa famille. Et il va y avoir un accident. Donc notre héroïne qui s'appelle Signa va en fait, est persuadée que l'ange de la mort est la cause de tous ses malheurs. Donc disons qu'elle va se renseigner en herboristerie et elle va découvrir une plante, la belladonna, qui a la propriété de faire mourir les gens à partir de 5 baies ingérées, vous mourrez. Vraiment c'est un poison mortel. Et donc elle a découvert que si elle mange ces 5 baies, elle se retrouve un peu en état entre la vie et la mort, où elle voit l'ange de la mort, elle peut lui parler, mais elle ne meurt pas, vraiment. Et donc elle va se servir de ça pour voir l'ange de la mort, lui dire « laisse-moi tranquille », et elle va même essayer de le tuer. Sauf que sa tante va débarquer pile à ce moment-là, horrifiée de ce qu'elle vient de faire, puisque pour elle, en fait, elle essaie de se donner la mort, ce qui est hors de question. Et elle va juste toucher Signa. Or, il se trouve que Signa a peut-être des pouvoirs. Et en fait, juste se toucher
va la tuer. Elle va donc se retrouver encore une fois orpheline. Elle va être envoyée chez un oncle qu'elle ne connaissait pas, qui fait des fêtes grandioses, qui habite dans un manoir absolument grandiose. Et elle va être emmenée là-bas par un majordome, ou un garçon d'écurie, pardon, qui a l'air plus soigné qu'un garçon d'écurie, ça dit en passant, et en fait qui a l'air très mystérieux. Et une fois arrivée là-bas, elle va se rendre compte que les fêtes qu'il donne, c'est en fait un peu parce que sa femme est décédée. Ce qui fait que ce monsieur est en grand chagrin et qu'il essaye de passer un peu comme il peut. Il a un peu abandonné tout espoir. Il vit avec son fils qui, lui, veut à tout prix se remettre dans les affaires, etc. Et tout va être bouleversé quand Signa va se rendre compte que le fantôme de cette femme va se manifester à elle pour lui faire comprendre que sa mort n'a pas été naturelle, qu'elle a été tuée et qu'il faut qu'elle découvre qui l'a fait, puisque cette même personne essaye maintenant de s'en prendre à sa fille, qui est mystérieusement malade aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour résumer, je vous en ai déjà dit beaucoup je pense. On a du gothique avec, tout ce que j'adore, avec donc aussi un peu de magie, un peu de roman d'amour, un peu de mystère, un peu de mythologie aussi je crois. Vraiment c'est un cocktail de choses qui marchent très très bien ensemble. J'ai vraiment adoré de A à Z ce roman. C'est un bon roman young adulte pour moi. On est vraiment totalement immergé dans l'ambiance du roman. C'est une ambiance très très sombre. Vraiment, quand je lisais, je m'imaginais les passages dans la forêt, dans vraiment un peu la forêt interdite de Harry Potter, avec un peu de la brume, etc. Donc vraiment, j'étais à fond dans l'ambiance. J'étais à fond avec Sina, que j'aime beaucoup comme héroïne. J'ai beaucoup aimé les relations, notamment la relation d'amour. Qui n'était ni trop cliché, ni trop présente. Il n'y a rien qui vraiment prenait le dessus, donc vraiment tous les éléments sont bien équilibrés dans ce roman, je trouve. Et en plus de ça, on a un retournement de situation à la fin que je n'ai absolument pas vu venir, et qui, je sais pas si c'est original, mais en tout cas ça marche très bien. Et du coup, j'ai très hâte d'avoir la suite, qui je pense vient de sortir. Donc que j'attends plus qu'une chose, c'est que ma bibliothèque se le procure. Ensuite, on sort de la fantasy totalement avec Une famille trop parfaite de Rachel Abbott. Alors attention, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais si vous êtes sensible au sujet comme la manipulation, les relations toxiques, ce genre de choses, passez votre chemin. Dans ce roman, on nous raconte l'histoire d'un... Je sais pas par où commencer parce que c'est une construction assez atypique comme roman. Ça commence avec un homme qui indique à la police que sa femme et ses enfants ont disparu. Puisque lui était censé être en déplacement professionnel, je crois, et il est rentré plus tôt que prévu et il n'a découvert personne à la maison. Sachant que le sac à main de sa femme est dans la cuisine, que toutes ses affaires sont là, donc vraiment c'est très mystérieux cette histoire. Là où ça devient le plus bizarre, c'est que 2 ans plus tôt, cette même femme avait appelé les autorités en disant que son mari avait disparu avec ses enfants. Ils étaient allés censés manger une pizza et qu'en fait, des heures après, il n'était pas rentré. Il se trouve que ce mari avait fini par rentrer, il avait été retrouvé par les autorités dans un hôtel avec ses enfants. Et il avait déclaré à la police qu'il avait juste dit à sa femme qu'il passait le week-end avec ses enfants pour se retrouver un peu avec eux et qu'elle avait juste oublié. Et encore des années plus tôt, cette même femme avait appelé encore une fois les autorités puisqu'elle avait découvert dans sa maison d'enfance ses parents décédés suite à une fuite de gaz. Ça fait beaucoup de malheur pour une seule et même personne, ce qui va un peu mettre la puce à l'oreille des inspecteurs qui vont essayer de remettre la main sur cette femme. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire parce que je ne sais pas à quel point je peux vous spoiler. Ce roman est un des romans où le
pourquoi n'est pas très important, mais plutôt le comment. Au final, ce qui nous intéresse, c'est pas trop l'enquête sur est-ce que la femme est vraiment disparue, est-ce qu'elle a été enlevée, est-ce qu'elle a disparu volontairement, voilà. Ça, on a une réponse assez rapide, mais c'est plus les implications que ça a derrière. Puisque bien vite, on a le point de vue de cette jeune femme qui apparaît, où on voit un peu ses pensées dans le passé, comment elle vit sa relation, comment elle se construit autour de cette relation assez toxique, on va pas se mentir. Voilà. Donc, c'est un roman très psychologiquement dur, si vous avez vécu ça, mais qui vous embarque à 1000%. On a de l'empathie pour cette jeune femme du bout en bout. On déteste cet homme. Vraiment, on vit avec ces personnages et c'est le genre de roman qui me marque parce que je suis vraiment embarquée à 100%. J'en oublie que c'est un roman et ça pourrait être totalement la réalité. Et c'est ça qui est effrayant. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'autrice n'a pas essayé de faire un roman policier en traitant les thèmes de la maltraitance psychologique, etc. Là, on sent vraiment que c'est le sujet de la maltraitance psychologique qui est au cœur du roman et pas l'enquête en fait. Puisque vraiment très très rapidement, on sait ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que c'était un parti pris très très intéressant, très osé. J'ai d'ailleurs vu sur les verdicts que beaucoup n'avaient pas aimé ce parti pris, mais pour le coup ça a marché avec moi. Donc je vous conseille vraiment ce roman si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui fait réfléchir. Et enfin, encore un livre qui marque, puisque c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Donc un roman destiné aux adolescents dans lequel on suit, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre héroïne. Je vais l'appeler Mia pour que ce soit plus facile pour vous, mais il ne me semble pas qu'elle s'appelle Mia, loin de là. Qui rentre d'une soirée avec son ami, sachant qu'ils sont tous les deux noirs. En fait, un contrôle de police va mal tourner et son ami va se faire assassiner sous ses yeux. Donc, assez choquée, Mia va devoir notamment retourner à sa vie et va essayer de faire en sorte que son ami ait droit à une justice puisque le policier qui l'a tué n'est pas plus inquiété que ça, ce qui va conduire à une révolte. J'ai du mal à en parler puisque, comment dire, c'est un roman qui fait beaucoup réfléchir. On est donc sur l'histoire, en gros, sur l'histoire d'un quartier défavorisé qui est rythmé par les rivalités entre gangs, les trafics de drogue, par la peur aussi et la difficulté de s'intégrer, puisqu'ils sont un peu mis à part de tout le monde. Les personnes blanches les regardent bizarrement dès qu'ils vont s'approcher d'un peu trop près. Et en fait, du coup, ce roman, en plus d'être choquant par ce qui s'est passé, est aussi une histoire de vie qui vraiment fait réfléchir et malheureusement qui dépeint une situation encore actuelle. Je pense que ce serait une lecture indispensable pour tous les jeunes pour qu'ils se rendent compte de l'effet ne serait-ce que du racisme qui est encore présent aujourd'hui, même au lycée ou au collège, de les conséquences de la mise à l'écart de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment une lecture très importante. Surtout que, détail important, Mia, elle, est scolarisée dans un lycée pour blancs, grâce à une bourse d'études. Donc, elle est encore moins intégrée que le reste du monde et elle se sent encore moins à sa place. Et elle ne sait pas, elle est partagée entre l'envie de crier sa révolte parce que son ami vient de se faire tuer sous ses yeux et le fait que elle ne doit pas trop se débarquer au lycée sous prétexte d'avoir des problèmes. C'est une lecture poignante, touchante, foncée. Je comprends pourquoi il a fait tant de bruit sur les réseaux et c'est mérité. Vraiment, je pense qu'à n'importe quel âge, il faut le lire. Voilà pour cette petite lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une des lectures dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne toujours un maximum de soutien. Et puis moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.
Bye.